les enquêtes par correspondance de Cléda. Vous avez une photo de Léon Cléda ici en bas à droite. Et le deuxième projet, je vous en ai donné un aperçu hier, si vous avez écouté la présentation des masters, c'est la numérisation de cartes, des cartes qui ont été faites au crayon de couleur. Et comment est-ce qu'on peut les numériser, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut leur donner un aspect informatique. Alors, je voudrais commencer par le rappeler un peu la naissance du franco-provençal et dans quel contexte scientifique ces données que je suis en train sur lesquelles on travaille pour la numérisation, dans quel contexte est-ce qu'elles ont été récoltées. Alors, on est à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, fin 19e plutôt, vers 1880, 1890. La position dominante, c'est qu'on reconnaît qu'il existe en France, dans l'Hexagone, deux types de parlers dialectaux. Les parlers d'Oïl, qu'on appelle à l'époque parlers français, et les parlers d'Oc, qu'on appelle à l'époque parlers provençaux, d'où la dénomination qui viendra plus tard franco-provençal, parce que les dialectes d'en haut, donc les dialectes d'Oïl sont les dialectes français, et les dialectes du sud sont les dialectes provençaux. La mise à jour, ou plutôt le contexte scientifique, il est dominé par un certain Paul Meyer, qui fait vraiment le jour et la nuit sur les études en philologie, puisque la dialectologie n'existe pas encore. Paul Meyer dit qu'il n'existe pas de famille de dialectes, donc ça sert à rien de parler de gascon, de provençal, de savoyard, etc. Et la tâche du philologue, du dialectologue, c'est pas de chercher les familles de dialectes, mais de chercher ce qu'on appelle, en dialectologie des isoglosses, c'est-à-dire des frontières linguistiques qui séparent, permettent de voir certains phénomènes phonétiques d'un côté, certains phénomènes morphologiques de l'autre. On a eu plein d'exemples aujourd'hui, par exemple, dans cette semaine, sur les différences qu'on peut avoir sur le traitement de tel mot latin, par exemple, chat, en français qui vient de catus et qui a pu donner chat ou chat dans certaines variétés. Mais on cherche en fait les zones où on dit chat et les zones où on va dire chat. Alors arrive là-dedans un Italien, Graziado Ascoli, qui propose dans un article les croquis franco-provençaux publiés en 1973 le terme franco-provençal avec le trait d'union, et il dit la chose suivante, alors je ne vous la fais pas en italien, j'appelle franco-provençal un type linguistique qui réunit, en plus de quelques caractères qui lui sont propres, d'autres caractères dont une partie lui est commune avec le français et une autre lui est commune avec le provençal, et qui ne provient pas d'une tardive confluence d'éléments divers, mais au contraire atteste sa propre indépendance historique, peu différente de celle par lesquelles se distinguent entre eux les autres principaux types romans. Alors, évidemment que cette publication, elle a fait réagir du côté français, notamment Paul Meyer qui se fend d'un compte-rendu assassin en disant que c'est tout à fait n'importe quoi, que les Italiens sont fous, et donc cet article, cette dénomination ne convient pas. Alors il faut bien comprendre que Paul Meyer dirigeait toutes les thèses avec son autre acolyte, qui a commandité la classe linguistique de la France, j'y reviendrai tout à l'heure, et donc évidemment c'était interdit de parler franco-provençal. Alors dans ce contexte, donc fin des années 1800, du côté allemand, un certain Georges Wencker va commencer des enquêtes par correspondance. Donc il faut savoir que la philologie, elle travaillait sur des manuscrits, donc sur des romans, sur la littérature ou sur des chartes, et on ne travaillait pas sur les dialectes tels qu'ils étaient parlés actuellement, on travaillait sur des données anciennes. D'ailleurs on trouve souvent l'adjectif médiéval dans les thèses et les articles de l'époque. Alors en 1875, Georges Wencker en Allemagne va faire un mémoire, j'imagine de licence à l'époque, et puis une thèse de doctorat, et il va se dire, mais tiens, je vais travailler sur les patois qui sont parlés dans ma commune, et pour travailler sur ce patois, il va demander aux gens comment est-ce qu'ils parlent. Et il met au point un questionnaire des phrases qui sont ici en Ordeux, c'est-à-dire en bon allemand ou en allemand standard, et il va demander à des instituteurs de les faire passer à ses élèves. Il va les envoyer par la poste, et les gens vont lui retourner le questionnaire. Il va y avoir comme ça toute une documentation de l'ensemble de la germanophonie à l'époque, qui prenait une grande partie de l'actuelle Russie. En 1880, Jules Gilliéron, qu'on connaît tous, a publié un petit atlas phonétique du Valais roman, vous voyez, sous la forme, c'est le début de la géographie linguistique, donc vous avez la vallée du Rhône, ici le Valais, et vous voyez qu'il a enquêté, il a fait des enquêtes dans différents points,
il symbolise ou il marque des endroits où il y a des phénomènes phonétiques, ici le traitement de atré qui va donner arrêt ou iré. Il poursuit ses enquêtes de terrain en France et en Suisse, et puis il envoie Edmond sur le terrain pour faire le fameux Atlas linguistique de la France entre 1897 et 1901, l'Atlas linguistique de la France publié en 11 volumes. Alors, du côté suisse, il y a aussi des enquêtes qui sont faites, des enquêtes de terrain par les fondateurs, j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon exposé, et des enquêtes par correspondance qui ont permis de donner naissance à cet atlas. C'est un spécimen, l'Atlas phonétique de la Suisse romande. Je l'ai redécouvert quand je suis arrivé à Neuchâtel, revenu en février 2022. C'est un atlas qui a été réalisé en 1900, qui n'a jamais été publié. Et les cartes dorment. Alors je verrai comment est-ce qu'on peut les réexploiter. Et puis en 1919, c'est le début des enquêtes pour l'Atlas italien. Vous avez ici un des enquêteurs avec le témoin. Et en 1920, les enquêtes pour l'ALW, donc l'Atlas linguistique de la Wallonie, avec Jean Host, l'équivalent de Jules Gibiron. Alors, dans la chronologie, si vous voulez, vous voyez que la dialectologie ou la géographie linguistique, elle naît entre 1875 et 1920, avec Wencker en Allemagne, les études de Gibiron au milieu, la publication de l'Atlas linguistique de la France, et puis des atlas qui le poursuivent. Et dans ce contexte, arrive un certain Léon Cléda, qui est tout à fait inconnu. On verra tout de suite pourquoi il est resté inconnu, parce qu'il est resté dans l'ombre, si on veut, d'autres grands chercheurs, notamment de Gibiron. Et Léon Cléda va faire une série d'enquêtes. Alors, je vous invite à télécharger l'exemplaire. Je ne l'ai pas imprimé pour éviter que vous ayez des papiers qui se froissent dans vos sacs. Et donc, vous pouvez scanner pour suivre les citations que je vais vous donner. Le QR code que vous avez là, ça va vous amener vers un PDF qui va accompagner le début de ma présentation. Sinon, Céline peut vous envoyer le lien. Ça marche? Alors, le projet Cléda, je vais commencer par une brève biographie de Léon Cléda. Ça va, Christine? Non, ça marche pas. Si? Ouais. Pas de problème. Alors, Léon Cléda, c'est un élève de Paul Meyer et de Gaston Paris, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure. Donc, il est contemporain de Jules Gibiron et des fondateurs de l'Atlas linguistique du groupe, du glossaire de la Suisse romande. Élève de Paul Meyer, donc il avait interdiction d'utiliser le mot franco-provençal dans sa thèse et ses articles. Il est originaire de l'Ain, sauf erreur, et en 1976, il est envoyé à Lyon, où il devient professeur de littérature médiévale, puis deviendra doyen par la suite. En 1887, il crée une revue, la Revue des Patois. C'est la citation numéro 1 où il explique sur l'exemplier la revue que nous fondons aura un domaine plus restreint, etc. etc. Donc il parle d'une revue qui est destinée à l'étude des patois. Donc vous voyez, ça correspond bien avec la naissance de la dialectologie, puisqu'on crée des revues pour documenter un objet. En 1887, la revue change de nom et il explique dans la citation 2 qu'il s'est décidé, en accord avec son éditeur, à étendre sa revue des patois à toute la France et des régions limitrophes en continuant à s'occuper personnellement d'une façon particulière de la partie franco-provençale. Déjà, le mot interdit ressort. Je pense que Paul Meyer était mort à cette époque-là. Or, j'ai reçu il y a quelques jours indirectement, c'est lui qui souligne, le prospectus d'une revue semblable fondée par M. Gibiron, auquel j'avais fait part dès le mois de novembre dernier de mon projet de publication en lui demandant sa collaboration. Ma lettre est restée sans réponse, je vous signale le procédé sans commentaire. Donc en gros, Gibiron l'a scoopé, il a collé une revue similaire, et donc Cléda est obligé de renommer sa revue, parce que Gibiron, qui était à l'école pratique des hautes études, avait beaucoup plus de pouvoir évidemment et plus de portée. Alors en 1889, sa revue, elle change encore de nom, elle devient Revue de philologie française et provençale, et puis en 97, elle change à nouveau pour devenir Revue de philologie française et de littérature, et là il explique que Gibiron rejoint le projet, c'est la citation 3 que vous avez sur l'exemplier, il explique hein, Gibiron rejoint le projet, il est hyper enthousiaste, et puis vous avez la citation 4, qui est une réponse de Gibiron envoyée à un des fondateurs de l'Atlas italien, et Gibiron dit la chose suivante: j'ai accepté sur l'instant de prière de Champion, c'est-à-dire l'éditeur, d'être bombardé
aux côtés de Cléda à la condition expresse qu'il ne me serait rien réclamé, ni article ni cuisine de direction. Cléda en est ravie et ne s'attendait plus à ce que j'étrenne par un article ma sinécure directoriale. Il en sera quitte pour corriger mes fédéralismes inconscients. Donc on voit vraiment le débat entre les deux hommes. Alors, Cléda va finalement laisser tomber un peu la recherche sur le franco-provençal, puis il va publier des critiques de textes anciens sur les patois franco-provençaux ou d'autres problèmes liés à la réforme orthographique, d'où l'orthographe un peu bizarre qu'on peut trouver dans ces articles, et il va devenir doyen, donc il explique qu'il quitte ses fonctions, enfin qu'il quitte, mais que les données qu'il a récoltées vont continuer d'être exploitées. Alors, quelles données est-ce qu'il a récoltées? Je vous remets la chronologie. Donc on est en 1887, hein, pas encore au XXe siècle, et au moment où il fonde sa revue, il va lancer une enquête par correspondance des patois de la région de Lyon. Alors la région de Lyon, à l'époque, elle remonte jusque dans les Vosges, puisque c'était plus ou moins la délimitation qu'on avait donnée à Ascoli sur les parlers franco-provençaux. Vous voyez, ça redescendait jusque dans les Hautes-Alpes, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, et ça remontait jusque dans les Vosges. Et il lance cette enquête par correspondance. Cette enquête par correspondance va être suivie d'une deuxième enquête par correspondance en 1899, 12 ans plus tard. Les deux enquêtes sont effectuées par courrier. Donc Cléda va demander au recteur des académies de contacter tous les professeurs des écoles qu'on appelait de maîtres, donc les écoles normales supérieures actuelles, donc les écoles où on forme les futurs instituteurs. Et donc les futurs instituteurs, et là c'est un masculin qui n'est pas générique puisque c'était que des hommes, vont remplir ces questionnaires, c'est-à-dire qu'ils vont traduire des phrases à l'écrit, et Cléda va recevoir ces courriers. C'est ce qui va permettre également à Cléda d'avoir des abonnés à sa revue, parce que les gens veulent suivre en fait les études qui sont réalisées à partir des enquêtes par correspondance, et c'est ce qui lui a permis de financer cette revue. Alors, plus rarement des élèves maîtres, quelques notaires et secrétaires, et dans l'enquête 2, il y a des femmes qui participent. Alors, au départ, sur les carnets d'enquête qu'on a pu récupérer, on a vraiment des renseignements minimaux. Hein. Donc, vous avez le nom du témoin, où c'est qu'il demeure, quel est le patois qui documente, quel canton et quel département, et c'est tout. On n'a pas l'âge, on n'a pas plus d'informations sur les participants. Comment se présentent les questionnaires? Ils se présentent de la façon suivante. Une page est coupée en deux. Vous avez les phrases en français ou les bouts de phrases qui sont tapés, et puis de l'autre côté, les témoins doivent écrire à la plume les réponses. Alors on a des trucs comme le mur, la force du mur, il enfonce un clou dans le mur, dans les murs, etc. C'est vraiment fait pour étudier la morphologie et les phénomènes de franco-provençal sur le traitement de A, très palatal, etc. Au total, il y a 206 bouts de phrases qui sont coupés en 35 paragraphes, et à chaque fois 3,5 feuillets. Le questionnaire, comme je vous disais, il est taillé pour l'étude des phénomènes morphologiques, le marquage du genre, le marquage du pluriel, les pronoms, sujet et objet, les formes de l'interrogation, la négation, etc. Vous voyez, la corde, les cordes, l'aiguille, les aiguilles, la fille, la manche, les manches, la porte, etc. etc. Et les instructions qui étaient données aux témoins sont relativement sommaires. Il leur dit, voilà, écrivez comme vous le sentez, donc dans une orthographe qui serait plus ou moins phonétique. Ne rajoutez pas les S, ils ne sont pas prononcés, etc. etc. Donc c'est 4 lignes sur les conventions de transcription. Donc, là, on parlait justement de la graphie des patois. Voilà. Les gens ont fait un peu comme ils pouvaient. Alors, la seconde enquête, elle est un peu plus conséquente, c'est 210 bouts de phrases qui sont regroupés en 40 paragraphes, 5 feuillets, et là c'est vraiment taillé pour l'étude des conjugaisons. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Nos amis, nos voisins vendangeaient hier, je pétris, tu pétris la pâte avec le levain, etc. Mais il a rajouté là-dedans les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, etc. etc. Céline et Félix ont participé à la transcription de ces trucs. C'est pour ça que ça te fait rire, Céline, non? On les connaît par cœur, ces phrases. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ces données? Il y a pas mal d'articles qui vont sortir sous la plume d'un certain Louis Vignon. Cléda a lui-même fait des articles en 88 et 89, et puis ces articles apparaissent régulièrement dans la revue des patois, qui a changé de nom plusieurs fois. Seules les données du questionnaire 1 sont exploitées. Vous avez ici une carte sur la réalisation du pronom sujet de troisième personne du pluriel
une carte qui est réalisée par Vignon lui-même. C'est illisible, hein, mais on imagine le travail parce que il avait tous ses carnets sous la main et il a reporté manuellement sur cette carte. On est en 1898. Alors, les manuscrits ont été déposés à la Bibliothèque universitaire de Lyon en 1917, quand Cléda part à la retraite, et puis il appelle de ses voeux, c'est la citation 12, que ces réponses sont actuellement disposées à la Bibliothèque universitaire de Lyon, où elles restent à la disposition des travailleurs, car mon élève, M. Vignon et moi, n'avons pu traiter dans nos articles qu'une partie des questions en vue desquelles les phrases à traduire avaient été préparées. Donc ces questionnaires ont été plus ou moins abandonnés, ces données ont été abandonnées. Je les ai repérés parce que Toyon les avait exploités dans plusieurs articles, et il en parle notamment dans cet article sur la limite nord du franco-provençal à l'est du Rhône. C'est Toyon ici, au centre de dialogue d'études franco-provençal, dans l'autre bâtiment. Il explique en fait qu'il est allé consulter ces documents pour tracer la frontière du franco-provençal, pour documenter dans certains patois, pour savoir dans certaines communes les réalisations de certains phénomènes, donc pour mieux tracer sa frontière. Alors, en décembre 2015, j'étais à Zurich à l'époque, j'appelle la bibliothèque Diderot, je leur dis que je suis intéressé par ces manuscrits. En juin 2009, ils avaient terminé la numérisation, ça faisait 3200 feuillets. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Tous les carnets sont téléchargeables sur le site de la bibliothèque Diderot à Lyon. Alors, j'ai commencé à saisir l'ensemble des points. Je me suis tapé tout le département de l'Ain et je me suis dit, bon, j'y arriverai vraiment jamais. Et 10 ans plus tard, on y est presque. Sur la base de ces informations, j'ai géocodé les communes. Donc, j'ai recopié chaque manuscrit, j'ai mis la commune, j'ai mis les données et j'ai pu créer des cartes. Le questionnaire 1, il comporte 413 points. J'ai pas saisi ces départements-là parce qu'ils ne m'intéressent pas, parce qu'on est vraiment trop loin du franco-provençal. Et à partir de différents scripts R, j'ai pu réaliser la cartographie. Alors, les 413 points sont dispersés, vous voyez, de façon pas du tout uniforme. Sur l'Isère, il y a beaucoup de points. Sur la Savoie, il y en a très peu. La Maurienne n'est pas du tout couverte. La Tarentaise, il y a juste un point. Le premier point en Maurienne, c'est à Aiguebelle. Donc tout le reste, la Haute-Maurienne n'est pas couverte. Et sur ces 413 points répartis de façon très inégale, vous voyez, même la Haute-Savoie, tout le centre, la partie avec la Suisse n'est pas couverte. Les Hautes-Alpes, il y a 3 points qui se baladent. Sur l'Ardèche, il y a des trous. Mais sur le Rhône et le reste, c'est assez bien distribué. Donc voilà le nombre de points par département. Alors parfois, on a 2 ou 3 témoins pour un seul point. Parfois, les questionnaires ne sont pas du tout exploitables. Ici, vous avez un témoin qui dit « Il est inutile de traduire plus longtemps le français en patois. Il suffit de faire remarquer que le féminin singulier se termine par « a » la plupart du temps, lequel devient par le pluriel, on prononce « et ». Bonne, la terminaison plurielle, donc vous voyez, les mots patois sont les mêmes que ceux français, sauf quelques variantes de prononciation dans les consonnes. Donc vous voyez, la représentation qu'on se fait du patois, c'est du français déformé. Il ne faut pas pas d'intérêt pour traduire ce truc qui lui dit. Alors vous avez ici Céline et Isaline qui se sont tapés la transcription avec moi et Félix, et donc la transcription c'est extrêmement coûteux parce qu'il faut faire tout évidemment à la main. Alors au début, j'avais fait tout le département de l'Ain, je me suis dit ça sert à rien, il faut faire un réseau qui soit cohérent pour essayer de couvrir l'ensemble du territoire avec les points et en insistant sur les zones de transition. Donc on a transcrit 237 points, on a saisi les données dans Excel, donc chacun des bouts de phrases est transcrit dans une colonne en respectant l'orthographe originale, les lettres, les diacritiques. Je n'ai pas repris les phénomènes prosodiques qui sont des phénomènes soulignés dans les textes parce que ça ne sert strictement à rien. Et puis une partie des départements du Jura a été transcrite par Félix qui est ici. Et le reste, c'est moi qui l'ai fait. Le questionnaire 2, par contre, j'ai transcrit aucune donnée, c'est tous les assistants. Alors, l'interprétation des données est faite en amont dans Excel, de façon semi-automatique, et puis on recartographie les données dans R, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui va retranscrire, vous avez ici les aboutissants Manica, donc qui va donner manche ou la manche, et les étiquettes sont posées manuellement, donc vous voyez ici l'isoglosse qui sépare le A qui devient I ou qui devient E, ou E ou autre chose, donc mancha, ou manchi, ou manche, manché, et puis les endroits où le A se maintient
donc on va avoir mancha, ou manca, ou manco, ou mancho, etc. Vous avez les points verts là qui sont bizarres. Ils sont bizarres parce qu'en fait, les témoins ont donné un masculin. C'est pas normal qu'on ait un O ou un dans cette position. Et donc c'est parce qu'ils n'ont pas vu que c'était manche au féminin. Et donc après correction, on voit que les données sont relativement fiables. Alors, quelques résultats en quelques cartes. Le traitement de A après palatal, vous venez de le voir. Vous avez ici les frontières classiques du franco-provençal. Vous voyez que ça correspond relativement bien. On a l'amphizone entre le parler d'oc au sud et les parlers franco-provençaux, où c'est pas tout à fait exact. On a des A dans la zone des O, des I, etc. Mais c'est tout à fait normal et attendu. Sur l'accentuation paroxytonique, donc quels sont les points où fémina reste femna, et puis les points où fémina devient femme, la frontière, vous voyez qu'elle passe aussi là au nord du franco-provençal, avec des points un tout petit peu au nord, mais grosso modo c'est celle-ci. Même chose sur porte, on voit exactement une isoglosse similaire. Ah oui, là c'est le point qu'on avait appelé le point Félix, parce que c'est Félix qui l'avait transcrit. Puis on voit là le témoin qui se trompe. Pourquoi est-ce qu'il a donné un type femme à cet endroit-là, mais on voit qu'il ne le fait pas sur porte. Donc il y a évidemment de la variation chez les témoins, et il faut regarder différentes cartes pour vérifier la cohérence. Traitement morphosyntaxique, c'est pour l'or. Dans les langues romanes, le pronom sujet n'est pas obligatoire. On a des langues qui sont prodromes, comme l'italien ou l'espagnol, le catalan, l'occitan, et puis des langues qui sont à pronom obligatoire, comme le français. Et dans les parlers gallo-romans, on a pu observer qu'il y a des différences entre les aires dialectales. En français, le pronom est obligatoire, alors qu'en occitan, il n'est pas obligatoire. En franco-provençal, comme nous l'a dit Laure, c'est variable. Et là, j'en profite pour faire un clin d'œil à mes prédécesseurs au centre de dialectologie qui ont travaillé sur ces questions, notamment dans les parlers franco-provençaux. Federica Diemo a fait sa thèse sur le pronom personnel sujet dans les parlers de la vallée d'Aoste. Alors, il y a plusieurs cartes chez Cléda qui permettent de vérifier comment se comportent les témoins. Et donc, vous voyez ici la réalisation du pronom sujet, donc qui est obligatoire dans la zone en violet, et puis il est facultatif dans la zone en vert. Donc ça, c'est le traitement de je parle, traitement de j'aime. Vous voyez, c'est assez cohérent en fait. Et donc, quand on va avancer comme ça sur les cartes, on va voir que les témoins se comportent de façon tout à fait comparable d'une carte à l'autre. Et donc, on peut tester justement les effets de personne, les effets de temps. On peut même vérifier si c'est la même chose dans les subordonnés ou pas. Donc, on a toujours ce point-là qui est bizarre, le point Félix, qui change. Donc, les témoins présentent de la variation, y compris sur ces phénomènes-là. Nous parlons, nous aimons, vous parlez, vous aimez, vous voyez, il pleut, etc. Alors, ce qui est chouette avec R, c'est que, imagine le temps que ça aurait pris de faire ces cartes à la main, avec l'ordinateur, ça va très très vite. On a des discordances qui concernent des points qui changent bizarrement, mais il me semble que ces variations sont tout à fait normales. L'alternance entre pronom tonique et pronom et prodrome, donc le pronom qui chute dans le Dauphiné, ici est sans doute un artefact du fait que je n'ai pas toujours pu identifier si c'est un pronom tonique du type IO, donc moi, mange, et les effets de traduction qu'il peut y avoir. Alors, quelles sont les perspectives sur le projet Cléda? La saisie du questionnaire 2, et elle est en cours. On a déjà 215 points qui sont saisis grâce à ma team, que je remercie. Donc, Céline, Médéric, vous le verrez l'année prochaine, Félix, Isaline, et puis vous avez Maglone et Gisèle, si il y en a qui les connaissent, ils n'ont pas participé, mais ça c'est la enquête de terrain qu'on avait fait à Evolène l'année dernière. Il manque les départements 38 et 43 sur lesquels on est en train de travailler, et une fois que les données seront saisies d'ici l'été 2024, ouf, c'est bientôt, un début d'Atlas devrait voir le jour. Ça va ? Alors, si vous tenez le coup, je présente encore plus rapidement. Très très rapidement, avec beaucoup moins de diapos, le projet d'Atlas phonétique de la Suisse romande. C'est un projet hyper intéressant qui mériterait de voir le jour. Alors, ce projet d'Atlas phonétique, je vous rappelle le contexte.
On est à la fin des années 1800. Les dialectologues documentent la variation des patois en utilisant des cartes. C'est la petite frise que je vous ai donnée tout à l'heure. Et c'est aussi la naissance de la géographie linguistique. C'est le moment où on décide de colorier les cartes et d'écrire dessus pour représenter des phénomènes, représenter des airs et des isoglosses. Alors ça commence avec George Fenker. Ici vous avez l'isoglosse qui montre la différence entre les traitements de Hus. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La maison. Hein? La maison. La maison. Ah oui, Hus. Donc vous voyez les points où ça vient Oub, House, etc., etc. Donc on a les premières approches, on colorie, on met des points, on trace des lignes sur des fonds de cartes pour représenter des phénomènes linguistiques. Gilles Héron est aussi un des précurseurs de cette technique. Il avait ici une carte sur les aboutissants les correspondants du sel en français. Et vous voyez, les isoglosses sont tracés comme avec des escaliers. J'imagine qu'il avait une règle. Et puis, il colorie les zones avec des hachures qui correspondent à différents traitements phonétiques, donc qui reflètent l'étymologie. On imagine que ça devait coûter assez cher de faire ce genre de carte à l'époque, puisque il n'y avait pas les imprimantes de couleurs. Ça a dû être fait au crayon de couleur. Au moment de la création du glossaire, donc on est au début des années 1900, les fondateurs du glossaire, Louis Gauchat, Jules Jean Jacquet et Ernest Tapolet, vont conduire entre 1899 et 1903 des enquêtes de terrain en Suisse. Ces enquêtes, elles se répartissent de la façon suivante, et vous voyez qu'il n'y a pas que la Suisse qui est couverte, il y a aussi la France, avec le Doubs, le Jura, la Haute-Savoie, et la vallée d'Aoste. Il y a plusieurs points plusieurs enquêtes qui sont faites en vallée d'Aoste. Alors ça remonte même il y en a encore plus, je crois qu'il y en a quelques-uns vers Strasbourg. Ces enquêtes, elles permettent de documenter 300 mots types, qui sont des mots latins et qui ont des traitements phonétiques intéressants. Par exemple, spina, qui va donner en français épine, farina, qui donne farine, vinea, la vigne, etc. Et souvenez-vous encore, on n'a pas parlé de franco-provençal, on doit juste chercher des isoglosses. Et vous avez ici une carte de Gauchat qui a l'air tout à fait illisible, mais il a reporté l'ensemble des isoglosses qu'il avait trouvées à l'intérieur de la Suisse romande sur la base de ces enquêtes-là. Alors on est en 1904, c'est tout à fait nouveau ce genre de représentation. Alors il faut scoltiner la lecture de l'article pour comprendre ce que représente la carte, mais vous voyez les parlers du Jura qui sont séparés. Plus les frontières sont grosses évidemment, et plus les isoglosses, plus les faisceaux d'isoglosses sont importants. Donc on est à fond dans le débat Meyer-Ascoli, et c'est ces cartes-là qui ont permis au franco-provençal de devenir une aire linguistique et de pouvoir être étudiée. Alors, en 1899, un projet d'atlas phonétique est annoncé par les fondateurs du glossaire. On peut en faire la genèse dans les rapports annuels du glossaire des patois de la Suisse romande. Donc vous voyez ici, il parle d'un plan du glossaire et d'un projet d'un atlas phonétique de la Suisse romande. Cet atlas phonétique va devenir un atlas linguistique en 1906, ainsi que nous le faisions pressentir l'année dernière. La publication de l'atlas, qui aurait dû commencer en 1906, n'a pas pu être entreprise par la suite de difficultés d'ordre financier. Le devis définitif, finalement, ces matériaux d'enquête qui sont publiés vont jamais être publiés sous la forme des cartes. Le projet va être abandonné et ils vont publier à la place les tableaux phonétiques des patois de la Suisse romande qu'on appelle les TPSR. Alors vous voyez l'ensemble des données ici, 392 points dans les TPSR, il y en a beaucoup moins. Et les données françaises et les données d'Aoste sont dans des carnets d'enquête qui sont seulement exploités par les gens qui travaillent au glossaire. Alors, le projet d'atlas phonétique de la Suisse romande, quelles sont les données dont on dispose? Les rapports annuels nous montrent qu'il y a 57 cartes qui ont été réalisées entre 1899 et 1908, et toutes ces cartes sont stockées au glossaire des patois de la Suisse romande. Chacune des cartes illustre un traitement phonétique. On regarde l'évolution du latin par rapport au gallo-roman. Vous avez ici, je vous ai dit, c'est vraiment un manuscrit, donc vous voyez, il a été pas mal touché, il se déchire. C'est les cartes qui sont réalisées et ils vont jusqu'à 57. Là, par exemple, j'ai recopié le début, 1A et B, donc les cartes sont séparées en deux. C'est le traitement de A tonique libre dans le type Nasu, donc qui donne né, ou le A tonique entravé dans Asimu, qui a donné Anne. Alors, ces cartes, elles se présentent de la façon suivante, je n'ai pas pu vous les amener évidemment. Elles sont composées de deux parties, une partie A et B, coloriées et annotées à la main. Elles sont grosses, c'est des fonds de cartes qui sont des fonds de cartes géographiques. Alors déjà à l'époque, peut-être Félix en parlera tout à l'heure, ces cartes à l'époque sont très
très complètes, vous voyez, mais elles ne sont pas faites pour faire de la linguistique. Donc on colorie sur des cartes topographiques des aires linguistiques. Alors voilà à quoi ressemblent ces cartes. Elles sont séparées en deux, donc on imagine en plus la difficulté pour les remettre ensemble, parce qu'elles ont été mal scannées. Il y a également des spécimens qui avaient été présentés à l'exposition universelle ou je ne sais plus à quoi. Ici, c'est le traitement des palatales dans Campu, Galbinu, donc Campu champ, Galbinu, je ne sais plus ce que ça donne, jaune, non. Et puis Vaca, donc la vache, Larga, large, etc. Alors, il y a d'autres fonds de cartes comme celui-ci, c'est le traitement de cas